Salut l'équipe, aujourd'hui on note presque tout et n'importe quoi. Un Uber, un repas, un artiste, un film et même ses propres vacances. C'est génial, on a tous ce nouveau pouvoir de mettre des pouces, des likes ou des dislikes. Et tous les avis comptent, hein, attention, même si tu vis encore chez tes parents à 32 ans et sans le permis, ton avis compte malgré tout. Alors je me suis dit que moi aussi, j'allais mettre une note à la saison régulière que l'on vient de vivre. Saison historique, folle, hallucinante même par moments. Rien que pour la course au MVP, cette saison mérite une bien meilleure note que celle que j'ai eue au bac. Bon, pour ceux qui se demandent, ça veut dire plus que la moyenne. Et puis, il y a eu ce trade de Luka. Nos parents ont connu la mort de Clo-Clo. Nous, on aura vécu le trade de Doncic aux Lakers. 2 générations, mais 2 gros pétages de plomb. Pour mettre une bonne note, il faut que l'expérience soit très cool. OKC, les Cavs, le retour réussi de Kawhi, la conférence Ouest au Global, nos petits Frenchie Rookie, le drama des Sixers évidemment, et la pension alimentaire payée en une seule fois par Anthony Edwards. Tous ont œuvré pour que le voyage soit très agréable avec petite bouteille d'eau et bonbons à la menthe comme à l'ancienne. Alors, par les pouvoirs qui ne me sont absolument pas conférés, mais qui me font sentir un homme meilleur, je lâche mes meilleurs 5 étoiles à cette saison régulière. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows fini, la saison régulière, les matchs qui servent à rien, place aux choses sérieuses, aux matchs qui comptent. L'avantage du faire des shows, c'est que toutes les émissions comptent, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon canapé, j'ai convoqué 2 métis très soins, sucrés, qui pourraient remplir Bercy en chantant du zouk. Thomas et Arthur, comment ça va? Remplir Bercy, oui, et que Bercy. Oui, oui. Bah oui, attends, ça serait génial. Bah, tout à fait, je vous vois tous les deux là. Aime-moi, des trucs comme ça, je vous vois. Alors nous, tu sais que... Je pense que Tom et moi, on n'est pas les bons exemples pour les danseurs, mec. Alors nous, tu sais, on est africains, on n'est pas entiers, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mauvaise culture. Attention, Erwan, faut être plus précis dans l'émission, s'il te plaît. Excuse-moi, Paul McCartney. Quel rapport? Je sais pas, aucun. Fait du zouk, lui aussi. Ce serait lourd. Si seulement. Ce serait lourd. Si seulement. Comment ça va, les garçons? Pleine forme. Super. C'est en pleine bourre. Matinée compliquée. Tu sais qu'on aime bien raconter un peu nos vies. Ouais. Message d'Arthur dès 7h30 du matin. Problème de batterie en scooter. Il est arrivé une demi-heure en retard. Aïe, aïe, aïe. Bonne galère, Arthur. Mais Ouais. toujours la bonne humeur. Toujours la bonne humeur. Intérêt, ouais. On a pris la voiture. Tom, ça va? Ouais, Avant ton départ de vacances, grave. Écoute, j'ai passé une belle semaine de Ligue des Champions. Il s'est passé beaucoup de choses. Une belle semaine d'Euroleague. Et je m'apprête à commencer un bon week-end de play-off de NBA. Voilà, j'ai l'impression que c'est la bonne époque de l'année. Parfait, évidemment, cette émission va être entièrement tournée vers le play-in et évidemment les playoffs. On verra ça dans le sommaire tout à l'heure. Parce qu'avant, pour commencer, comme d'habitude, il y a les annonces. Le NBA classique dans le Big Monday lundi prochain. Un Nuggets Heat de 2023, le Game 5, le match qui doit offrir le premier titre de l'histoire des Nuggets. On l'a recommandé avec Thomas. Thomas, c'était un bon match de basket avec notamment une fin de très haut niveau. Ouais, gros match, grosse affiche, grosse ambiance. En même temps, c'est FNA NBA. Et puis, c'était intéressant de voir Nikola Jokic il y a 2 ans. Mine de rien, il a un petit peu changé, vous verrez. Le jeu a changé aussi. Le jeu a un petit peu changé chez les Nuggets. Puis de voir Jimmy Butler à ce niveau-là. On est parfaitement dans l'actu quand on parle des Nuggets ou de Jimmy Butler ou du Heat. Parfait. DAZN, le basket continue, vous le savez, lundi le NBA Classic Game, mais le dimanche, on a des matchs DAZN à commenter, vous le savez, dimanche, ça sera Limoges qui reçoit Gravelines dans un match de mal classé du classement, qui devrait quand même se sauver, donc dans l'élite du basket, Limoges, donc de Nicolas Lang, qui reçoit le Gravelines Dunkerque, ça sera commenté par Tom Servino et Thomas Laroukis. Autre annonce, on vous invite à nous donner vos trophées de la saison. Il y a une vidéo qu'on a faite dans la libre antenne lundi dernier, vidéo d'ailleurs que vous pourrez retrouver en replay samedi dès 9h du matin sur la chaîne YouTube. Et oui, les week-ends commencent très tôt chez First Team, mais dans la description de l'émission, vous avez un lien et vous pouvez
nous donner vos trophées de la saison. Ça nous intéresse toujours. Et puis cette année, en plus, il y a du débat sur pas mal de trophées, Tom. Le but, c'est de donner la parole à tout le monde pour pouvoir voter comme si on était journaliste. Donc MVP, MIP, défenseur, coach de l'année. Et puis on aime bien ajouter les joueurs les plus kiffants, les joueurs les plus décevants et une note pour la saison, une note qu'on considère très très haute. Tu l'as dit dans ton édito notamment. Exactement. 5 étoiles pour cette saison régulière. Comme un bon chauffeur Uber. De toute façon, moi je mets toujours 5 étoles. Tu mets toujours 5 étoiles, toi? Sauf quand c'est bagarre. Sauf quand il y a bagarre, mais généralement 5 étoiles. Qui se bat avec des chauffeurs Uber. Ces derniers temps, il y a quand même de mauvaises nouvelles dans ce qui se passe dans les Uber. Donc voilà, pas toujours 5 étoiles. Moi, je n'ai que des très bonnes expériences avec les Uber. Tant mieux. Voilà. Pourquoi tu rigoles derrière le caméraman? Bref, Tutur, avant de se plonger dans le sommaire, je voudrais quand même qu'on prenne le temps de revenir sur ce qui s'est passé samedi dernier. Ouais. Donc, il y avait certes un match de National 3, mais il y avait toute la communauté First Team et tous les gens de Malakoff qui sont venus vous supporter. On a passé une magnifique soirée, c'était vraiment très très lourd. Avant que tu nous donnes un petit peu ton ressenti toi en tant que joueur et après nous, celui du terrain, voilà ce qui se passait un petit peu dans les tribunes. Allez, joue gros, joue. La faute! Joue. Oui, joue gros, spécial. Allez! Allez gros! Oui! Allez! Oui! C'est ce qu'on veut! Il est tout petit! Belle gestuelle gros! Joue-le, c'est un grand, joue-le. C'est vraiment un ancien! C'est un ancien gros! Allez! 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 Hésite pas! À la jouer 8 fois d'affilée! Qu'est-ce qu'on est bête, putain, la vache. On va pas montrer ça à nos enfants. C'était sur... ouais, bah c'est trop tard. Hein. C'était sur un début de match. Vous n'avez pas été très bon au début de match et sur une situation qui marchait très bien avec Thomas Larouki. J'avais dit, n'hésite pas à la jouer 8 fois. Tu racontes-nous un petit peu comment ça a bien marché d'ailleurs parce qu'il n'y avait plus vu la balle pendant 5 minutes. Bah non, écoute, franchement, c'était super. Plus de monde que d'habitude dans les tribunes. Toute la communauté, les anciens du club. Franchement, superbe effervescence. C'était cool. Et puis en plus, tu sais, on en discutait après avec les gars. Tout le monde a pu bien jouer à peu près dans l'équipe. Il y avait vraiment la réunion de tout le monde. On gagne à la fin. Donc franchement, c'est soirée parfaite. Pour le coup, soirée parfaite. Donc merci pour l'organisation, les gars. Et puis bah écoute, peut-être qu'on le refera l'année prochaine. J'espère qu'on le refera. Franchement, c'était un bête de moment pour nous en tant qu'ancien joueur de Malakoff. Mais non, c'était il y a 15 ans pour certains. Mais de vous voir jouer, tu sais, vous éclater... faire des signes cabalistiques, je sais pas. Je sais pas dans quelle direction va le basket mondial. Mais des petits, des guitares. Mais ça n'existait pas à notre époque, Erwan. C'est quoi là? C'était bagarre. Ça joue le match National 3, ça fait guitare, ça fait petit et tout. Bon, et ça va être bon. À une époque, ça finissait sur le parking et pas pour se serrer la main, je te dis direct. On se faisait la réflexion à la fin, on disait, les gars, tout le monde a fait des célébrations que jamais personne ne fait. Blair de malade. C'est ça que vous êtes. C'est le basket maintenant, les gars. C'est le basket, les gars. C'est pas mon basket. Les gars, faut reprendre des licences. Non. Le basket est quand même beaucoup plus plaisant à jouer maintenant qu'à notre époque. Je vois du spacing, je vois du jeu en première intention. Je vois des mecs comme Arthur qui vont des tickets shoot comme si c'était un joueur NBA. Non, je préfère ce basket-là que celui qu'on jouait à l'époque, quand même. Regardez-le, regarde il est nostalgique. Non, mais les deux étaient bien. Moi, je me suis éclaté dans ce basket. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas 75 ans, il est fou celui-là. C'est ce que je dis. Non, mais en fait, je veux surtout pas dénigrer ce qu'on proposait à l'époque. Mais je dénigre pas, je dis que quand on a dépassé 70 points, on était heureux. J'ai l'impression qu'on est quand même sur d'autres bases dans le basket. C'est pas la même équipe. Global. C'est pas la même équipe. Mais c'est le même club quand même. Oui, c'est le même club. Et la même salle. Et je sais surtout qui aurait gagné s'il y avait eu une confrontation entre les deux. Voilà. La vidéo est évidemment en cours de préparation. Bravo, il est sûr, hein. Tu dis quoi, toi? Bon, je sais pas. Profondeur et tout, donc démonte la gueule. Surtout que il dit alors que c'est pas l'équipe. Surtout toi qui es dans les deux équipes. Il aurait fallu défendre sur la rookie, ça aurait été plus compliqué, mais on avait du monde. Bref, on s'en fout. La vidéo, en tout cas, elle est en préparation. Elle sortira d'ici 3 semaines, un mois. Et vous allez voir, il y a du très très lourd. Il y a des vrais insides, notamment dans les vestiaires. On s'est vraiment marré et on tient à vous dire avec Thomas et tous les gens de Malakoff, merci à tous les gens qui sont venus, à la communauté de Malakoff, vous voir à la fin du match, c'était très cool. Il y en a qui ont fait 2 heures de route pour venir à ce rendez-vous-là et ça nous donne énormément d'idées d'organiser des choses avec vous pour se voir en physique. Et merci à Flo, rajoutons Flo quand même qui a organisé tout ça. Il y a quand même la maire qui est venue, il y avait la délégation de l'USMM, c'était un bon moment, t'as raison, ça nous rapproche toujours de toute manière parce que on sort pas assez du studio, on se le dit très souvent. L'année prochaine, on devrait quand même faire des choses en extérieur, des émissions et pourquoi pas des matchs. Donc, pas forcément des matchs où on va jouer, mais en tout cas couvrir des matchs comme ça. Ah, moi je joue plus au basket de toute façon, c'est là. Et Dieu, que Dieu t'entende, Erwan. Ouh, j'en appelle les esprits. Allez, j'en appelle les esprits, la pluie. Le sommaire, c'est un sport de merde. Le sommaire de l'émission. Le sommaire de l'émission. Attends, j'ai ouvert l'équipe ce matin.
Ah ouais? Ils t'ont mis combien? Ils m'ont pas noté. 6-1 même. Hein. Ah ouais, moi, mérité. Voilà. Mérité. Je m'attendais à mieux. Merci à Yann Onona et Arnaud Lecomte pour cette belle note. Les news, on va revenir donc sur le play-in, évidemment. On reviendra aussi sur la draft de Dominique Doumestre Malonga, deuxième choisi en WNBA par les Seattle Storm. On reviendra aussi un petit peu sur le Paris Basket, parce qu'on doit parler d'Euroleague après l'exploit monumental du Paris Basketball. On ira dans un grand débat sur une des séries qui nous régale entre les Clippers et les Nuggets. Pas de palette aujourd'hui, Thomas, pas de palette. Pas de palette, donc on fera une preview des Knicks face aux Pistons. Pas le tirage le plus facile pour nos amis de Big Apple. Et puis on finira sur le quiz où Arthur, je t'annonce, le quiz, je suis en tout chousse. Autant au basket, j'ai été minable cette semaine, mais je pense que ça fait 10 ans qu'on joue au basket avec First Team. J'ai fait le pire basket et de loin. Est-ce qu'il y a des insultes qui sont parties envers toi-même? Envers moi-même. Ouais. Là, pour l'avantage, c'est que je m'en suis pris qu'à moi-même, même si j'ai un peu baisé le basket de tout le monde. Ouais, merci. J'imagine. Je pense que, en tout et pour tout, j'ai dû faire 20 minutes de basket effectif. J'étais sur mon scooter, douché et rentré au studio. Ok. Mais voilà. Compris dans les 20 minutes, hein. Voilà, c'est le basket, c'est le basket qu'on aime. N'hésitez pas à venir jouer avec nous. Allez, les news tout de suite, c'est plus intéressant. On attaque avec les brackets et la conférence Ouest. On va y aller chronologiquement plutôt. On va commencer par le premier match qu'il y avait eu dans la conférence Ouest. Bête de match entre les Warriors et les Grizzlies. Et Thomas, c'est les Warriors qui s'en sortent 121-116 dans un grand match de basket, honnêtement. Encore une fois, on s'est régalé avec un match de play-in. En tout cas, pour commencer, Stephen Curry, 37 points, 8 rebonds, 6 passes, a été excellent. On peut aussi ajouter à ça Jimmy Butler qui a mis 38 points. On a vu un très très bon match de basket. Ça aurait pu basculer d'un sens ou dans un autre, et finalement, c'est les Warriors qui s'en sortent. On fait bien de commencer par le bon basket, hein, parce qu'après, ça va être... on va ramer pour parler de bon basket. On va pas ramer, on va juste skipper. Ah ouais, bah écoute, tant mieux. Non, c'était un super match, ambiance de playoff sans aucun doute, mais le deuxième de suite pour les Warriors, après le match dimanche soir face aux Clippers, c'était un vrai bon match avec deux équipes qui ont beaucoup de certitude, beaucoup de talent. L'expérience, dans ces cas-là, on le met souvent en avant, et là, on a quand même senti une équipe qui était mieux armée mentalement, et le fait de jouer à domicile, bien sûr, pour aller chercher cette 7e place. On a vu toutes les qualités des Warriors, donc Jimmy Butler, Steph Curry, Draymond Green très impactant. On a vu aussi leurs grands défauts, c'est-à-dire que Zach Edey, le jour où Zach Edey sera à maturité, il va les détruire. Donc un grand face aux Warriors, et on se projettera sur la série face aux Rockets un peu plus tard, eh bien on va leur faire très 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 mal, mais bon, c'était quand même un super match de basket, je me suis régalé, clairement. Arthur? Ouais, non, écoute, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Sur Zach Edey, bah ouais, c'est sûr que dans un futur proche, je pense qu'il va pouvoir beaucoup plus peser. C'est un rookie. Voilà, il a pas non plus énormément d'expérience, mais en tout cas, il a été responsabilisé. Après, moi, sur ce match, ce que je retiens, c'est quand même l'apport énorme de Jimmy Buckets sur les 3 premiers cartons, où Stephen Curry fait un bon match sur ces 3 premiers cartons, mais n'est pas non plus exceptionnel. Et c'est vraiment Jimmy Butler qui porte l'équipe et les Warriors pour arriver sur cette fin de match qui est un petit peu plus serrée. Et après, évidemment, il y a le big leader naturel qui reprend le lead et qui met 3 points, je crois, à la fin. Donc vraiment, ils ont su avoir chacun leur moment, et vraiment typiquement, c'est ce genre de match, si t'as Andrew Wiggins, il va peut-être être pas mal sur une première mi-temps. On peut pas lui enlever Andrew Wiggins. Oui, mais s'il avait été resté, mais pas au niveau de Jimmy Butler qui arrive à emmener les Warriors jusqu'à un 4e carton où après il laisse la balle à Stephen Curry. Donc super match. Tu sais, hier donc là je disais, j'ai l'impression que... Attends. Reviens sur moi, Tom, s'il te plaît. Non, mais j'anticipe. Plutôt que tu nous répètes ce que tu as dit dans Clutch, on va lancer ce que tu as dit dans Clutch. C'est plus intéressant. Pour une fois que l'expérience fait foi, eh ben écoute, on va aller plein faire là-dedans. Parce que les Warriors ont gagné à l'expérience. Parce que leur effectif et leurs stars ont plus d'expérience dans les moments importants. Même quand Jimmy Butler, dans la fin de match, il était excellent en première mi-temps, mais il manque un peu de gaz sur la deuxième, bah, comme de par hasard, il passe le flambeau à Steph Curry, qui était un peu plus discret au début du match, sort de sa cachette et est exceptionnel. Donc voilà, le basket, surtout en NBA, c'est d'abord une affaire de stars. Et là, c'est les meilleurs stars qui étaient sur le terrain qui ont gagné hier. T'as raison. Clutch que vous retrouvez le mercredi de 17h à 18h, le vendredi aussi de 17h à 18h, sauf cette semaine, puisque l'émission de vendredi est décalée à samedi 17h, 18h30. On fera des grandes previews de playoffs. Ce que je voulais ajouter, c'était que Jimmy Butler, dans ce premier match de play, on verra où iront les Warriors pendant les playoffs là. Mais j'ai eu la sensation sur ce match-là, et depuis qu'il est arrivé, qu'il est le deuxième meilleur joueur avec lequel Steph Curry a joué après Kevin Durant, évidemment. No offense à Clay, no offense à Draymond Green, mais la manière dont il a porté son équipe
a dominé complètement Memphis à un moment donné où son équipe en avait besoin. Finalement, tu as ce côté, en termes de supporting cast, Jimmy Butler est peut-être le joueur le plus talentueux et le plus fort avec lequel Steph est joué avec KD, bien sûr. En tout cas, je sais pas si Draymond Green partage ton avis, mais en tout cas, il lui a rendu hommage, lui aussi, après la rencontre, en disant ce gars est différent. Playoff Jimmy, on voit qu'il atteint un niveau différent d'intensité et de concentration. Parfois, certains gars NBA ont des surnoms qui sont bidons. Celle-là est réelle. Je suis heureux qu'il soit avec nous. Honnêtement, on en a déjà parlé, Tutur, mais la grève Jimmy Butler aux Warriors, on se souvient qu'il voulait quand même rejoindre les Suns en priorité. C'est quand même le fit parfait de cette saison. Ouais, c'est le fit parfait. Et surtout, il était... c'est pas que c'était inattendu, mais on s'était dit, c'est trop tard, ils auraient dû le faire avant. Voilà, peut-être qu'ils auraient pu trouver d'autres options. Écoute, au final, il a réussi à s'intégrer. Et puis, en fait, on avait oublié Jimmy Butler. C'est un bête de joueur quand il est en forme et quand il est concerné. Et en fait, il nous avait laissé tellement de doutes. Et moi, le premier, sur ces derniers mois, ces dernières saisons à Miami, qu'on se disait, pour que ça puisse fonctionner, il faut que tout soit parfait. Mais en fait, ce gars-là est tellement fort, il a tellement de contrôle sur tout ça, qu'en fait, il arrive dans les meilleures conditions. Je suis sûr qu'il a bien préparé son corps. On sait que c'est un grand professionnel quand il le veut. Et là, ça se matérialise tout de suite. Donc, les Warriors galèrent à l'ouest, là. Les Warriors, matchs d'autres équipes, malheureusement. Oui, malheureusement. Et les Warriors seront donc en play-off avec donc le 7e seed. On se souvient que l'année dernière, les Warriors n'était pas en play-off. Donc c'est quelque part une progression. Et avec cet effectif, cette expérience, évidemment qu'on est ravis de les retrouver, les Warriors qui affronteront donc les Rockets. Memphis, eux, ne sont toujours pas en play-off. Il va falloir qu'ils affrontent Dallas, puisque les Kings apparemment n'avaient pas envie de jouer le play-in hier soir à domicile. Tant pis pour eux. Défaite 120-106 avec un bon Anthony Davis, même s'il est très très au large ce coquin. On a vu le secteur intérieur quand même des Mavs détruire les Kings. Honnêtement, Sacramento, il y avait un début de mini-kiff sur cette fin de saison régulière. Hier, ils sont passés complètement au travers, pas du tout concernés, Tutur. Et c'est logiquement que les Mavs sont passés avec un très bon Klay Thompson, revanchard. Puisque la saison dernière, on se souvient qu'il avait fini son dernier match avec un 0-10. Il a dit après le match. Contre Sacramento. Ouais, non, c'est clair. Moi, je trouve que l'écart, là, les 14 points, ils reflètent absolument pas la physionomie du match. Il y a 30 points d'écart. Ouais, voilà. En gros, il y a 30 points d'écart. Le match, il est plié à la mi-temps à peu près. Klay Thompson fait une superbe première mi-temps. Il est super adroit, je crois qu'il doit mettre 15 points dans le deuxième quart. Donc 16. Mais écoute, en fait, je trouve que c'est juste honteux de la part de Sacramento de faire une prestation comme ça. C'est non professionnel, tu peux dire ce que tu veux, t'as un match. On est là, chaque année, on dit oui, les playoffs, des fois, il n'y a pas assez de suspense parce que c'est 4 matchs gagnants, donc c'est la meilleure équipe qui passe. Là, excuse-moi, sur un match, tu ne peux pas te louper dans l'envie, dans l'engagement et dans l'intensité. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et à aucun moment, on a pu sentir une révolte ou quoi que ce soit. Et... Sabonis quand même. Non, je délire. Non, mais ce qui est triste, c'est qu'ils font un bon premier quart-temps. Le premier quart-temps est serré. Tu vois deux équipes qui rentrent dans le match. Tu vois, c'est pas comme si tu rates ton entame et t'arrives pas à rattraper. Il y a une bonne entame. Ils se regardent les yeux dans les yeux et ils font un deuxième quart, mais catastrophique. Encaisser 44 points sur un seul quart-temps d'un play-in que tu joues à domicile, et à un moment donné, vas-y, hop, tu fais un fuck. Tu regardes d'ailleurs les tribunes qui commencent à se désemplir au fur et à mesure du match, plus personne n'y croit. Non, je suis très très déçu parce que moi je les voyais avoir un vrai avantage en jouant à domicile. Il y a des victoires marquantes dans cette fin de saison. Zach LaVine a été bon, ils sont allés gagner à Cleveland, ce genre de choses, et tu sors ce type de prestation collective. Non, j'ai été très 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 déçu, vraiment. Il va être studieux l'été des Kings en tout cas. Donc fin de saison officielle pour les Kings, on se souvient qu'ils ont changé de coach en cours de saison, ils ont viré Mike Brown, c'est Doug Christie qui a pris le relais de manière plutôt intéressante. Il a d'ailleurs dit qu'il voulait rester en place, qu'il était là où il voulait. On verra encore une fois ce qui va se passer chez les Kings cet été, mais on reste quand même sur une saison plutôt décevante. Vous voyez le bracket donc du coup de la conférence Ouest qui se dessine. Il reste un spot à aller chercher. Ça sera entre les Memphis Grizzlies et les Dallas Mavericks. Les gars, un petit prono, on reviendra dessus lundi dans la libre antenne, rapidement. Memphis, je trouve qu'il y a plus de talent là à l'instant T, et puis voilà, je les vois gagner. Je te rejoins assez, Arthur, là-dessus. Moi aussi, Memphis. Maintenant, hier, le match de Dallas, j'ai vu une équipe concentrée, j'ai vu une équipe qui a un point fort qui dans le basket est dur à gérer en général quand t'es vraiment dominé, le secteur intérieur. Donc Isaac Idi et Jaren Jackson Jr. d'être excellents. Beaucoup de deuxième chance Dallas. Ils sont agressifs. Daniel Gafford quand il rentre, il fait mal, mon gars. Le nombre de rebonds offensifs très dur à contrôler. On a senti un peu la même chose avec Miami face à Chicago. La densité physique a remporté le match. Ils ont morflé. Justement, Miami, Chicago, on va aller dans la conférence Est pour les play-in. Atlanta s'est fait découper par Orlando et c'est donc Orlando qui va récupérer le 7e spot en play-off de la conférence Ouest. On a vu un très bon Cole Anthony, 25 points en 26 points en 21 minutes. Il a bombardé, il a bombardé Pépère. Le score, là, pareil, ne reflète pas vraiment la physionomie du match. On a vu Tutur, le Magic largement dominé.
Ouais, largement diminué. Là, je voudrais revenir sur Atlanta. Trae Young, je pense qu'il a voulu mettre pas mal de rythme et être assez impliqué, mais un petit peu déçu du supporting cast, déçu aussi du match de Zachary Rizaché qui rentre pourtant bien avec un layup qui le met en confiance. Mais ouais, clairement, Orlando, ils étaient au-dessus. Et encore, je pense que la marge aurait pu être encore plus grande parce que Banchero fait pas non plus un énorme match dans l'adresse. Donc voilà, un peu déçu pour Atlanta et ils auront une autre chance pour se rattraper. Tu nous disais, Trae Young a voulu mettre du rythme, déçu du supporting cast. Moi, j'avais plutôt une lecture différente. Je trouve que Trae Young est pas bon en première mi-temps et que quand Trae Young est pas bon comme ça, cette équipe peut pas exister. Après. Ouais, bien sûr. Mais non, mais je pense qu'en fait, ils ont pas fait un bon match tous. Oui. Et de toute façon, ils perdent de 25, ils reviennent dans le troisième quart et ils reperdent de 20 points. Donc au bout d'un moment. Caché, je voulais dire. Non, c'est sûr. Mais écoute, ils ont été dominés par une équipe qui était meilleure, qui avait un objectif assez clair. Ils ont défendu, ils ont joué dur. Quand tu vois que ton meilleur scoreur sort du banc, t'as compris dans quel match tu étais. Donc, en fait, logiquement, Orlando est passé. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Oui, c'est comme ça. Au vu de la saison aussi, et de nombreuses blessures, c'est bien. J'aurais été déçu qu'ils perdent ce match-là. Ouais, c'est bien de retrouver Orlando en playoff, donc qui affrontera Boston. Ça sera forcément une autre paire de manches. L'autre play-in qui avait lieu entre les 9e et les 10e, c'est Chicago qui recevait Miami. Et là-dessus, on a pas mal débattu lundi, on a pas mal débattu aussi dans Clutch. Thomas voyait Chicago passer. J'avais envie de croire que l'expérience, la grande expérience de Miami, avec en plus des mecs comme Wiggins, Champion Me, qui sont arrivés, allait faire la différence. Et honnêtement, on a eu un blowout. Chicago n'a pas mené une seule fois de la rencontre. Ils se sont fait découper par Tyler Hero sur les lignes arrière, mais découpés par le secteur intérieur aussi avec Ware et Adebayo. Ouais, quelle tristesse ce match. Tu vois le différentiel qu'on pouvait souligner sur le match de Sacramento qui s'est fait découper, là c'était pareil en pire. Hyper déçu. Et puis, tu sais quoi, rien que le début du match, même les tribunes, elles sont vides à Chicago. Y a pas d'ambiance. Aucune envie, aucune ambiance. Très dur. Je sais pas, il y a 10 ans, alors oui, c'était une autre époque avec Derrick Rose et tout, la salle, elle explosait. Je sais pas, il y avait quelque chose. Là, il y a strictement rien du côté de Chicago. Et puis surtout, moi, je suis inquiet pour la suite. Donc, c'était pas le sujet, mais cet été, ça va être compliqué. Il y a plein de choses à faire. Il va peut-être falloir bouger le coach ou en tout cas essayer de mettre, je sais pas, une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Mais catastrophique le match de Chicago. Franchement, t'es fan de Chicago, t'es dégoûté de terminer ta saison comme ça. Paul est pas dû bosser ce matin. Ouais. Et il m'a dit que c'était une équipe de saison régulière contre une équipe qui s'est mise en mode post-season et il a tout résumé parce que Chicago en fait nous a montré des choses en fin de saison où moi j'ai eu de l'espoir, je me suis dit ils vont faire l'exploit, ils vont passer de 9 à 8 et ils vont se qualifier en play-off. Bah non, pas du tout. Ils avaient l'un des meilleurs bilans de la conférence Est sur le dernier mois de compétition. Ils ont un des meilleurs bilans, ils ont le meilleur joueur du dernier mois en Kobe White, ils sont tous passés à côté dans l'envie, dans l'intensité. Bon bah tu peux pas exister face à une équipe au contraire qui a été très sérieuse et qui a montré en fait ses qualités, donc un bon jeu intérieur. Andrew Wiggins fait un vrai bon match, 20 points, 9 rebonds, et est un joueur de talent, dans Tyler Hero, qui les a mis sur les bons rails. C'est terminé pour Chicago, c'est pas encore officiel pour Miami, il va falloir battre Atlanta. Miami pour le dernier spot de la conférence Est, on dit qui les gars? Wow! Miami. Moi, je vois Atlanta, moi. Ouais. Ah ouais? Je vois Atlanta, je vois pas Trae Young. Sur les deux derniers matchs, je dis Miami. Tu vois, il y a quand même une équipe qui a tellement mais joué. moi, je sors un petit peu de ça. Je crois fortement en Trae Young pour porter l'équipe à ce moment-là. Ok. On peut imaginer qu'il fasse pas 2 mauvais matchs. Ça, c'est sûr. Donc, moi, au vu de ce que j'ai vu juste cette semaine, je veux dire Miami. Vraiment juste là-dessus. Mais moi, je veux dire Miami en gardant les mêmes arguments que face à Chicago. C'est-à-dire, quand même, c'est une équipe d'expérience. Et on l'a vu hier, Spoelstra, c'est quand même pas. C'est l'un des meilleurs coachs NBA en termes de longévité. Adebayo, Tyler Hero, Duncan Robinson, c'est les mecs qui ont joué des finales NBA. Wiggins, il est champion NBA. Au bout d'un moment, dans des matchs comme ça se voit. Et face à Chicago, ça s'est beaucoup vu. Ça se verra peut-être pas autant face à Atlanta, mais ça se verra quand même. Pour moi, donc, victoire de Miami. Dites-nous dans les commentaires qui vous voyez sortir du dernier play-in, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Vous voyez, les brackets ont été faits, ont été montrés. Nous aussi, on les a fait en interne, Thomas, et on va d'ailleurs vous les montrer. Je sais pas avec lequel on va commencer. Tom, n'hésite pas. Ça, c'est le bracket de Thomas. Oui, Thomas, dis-nous tous les cœurs champions. Oh là là. What the fuck's gonna happen, man? Je suis désolé, je vais leur porter la guigne. En fait, à un moment donné, soit t'es fan, soit t'es pas fan. Là, j'étais plus dans qui va... gros, ils vont aller au bout. Voilà, les Lakers. Donc, les Lakers, je vous le fais la faire rapide. Les Lakers vont battre les Wolves, les Warriors et les Nuggets qui auront tapé les Clippers. Adam Silver a signé pour ça. Mais gros, là, les Lakers, Celtics en finale, je pense que les NBA se frisent les moustaches. Donc, voilà, et puis, sans surprise de l'autre côté, vraiment, juste les Bucks qui passent les Pacers au premier tour et on se retrouverait avec une finale de conf entre Cavs et Celtics. Vraiment, j'ai essayé d'y aller avec de l'objectivité et tout, j'ai pas réussi. Donc j'ai mis les Lakers vainqueurs. À un moment donné, si je m'enflamme pas,
Maintenant, je vais jamais le faire en fait. Ton équipe est en demi-finale de Ligue des Champions. T'as Luka Doncic qui est arrivé en cours de saison. Et le PSG va aller au bout aussi. Non, c'est vraiment une grande année. Ouais. Enregistrez bien ça et j'espère pour toi qu'il va aller au bout. Sinon, tu vas passer un drôle de moment. Tutur, on va voir ton. Il est presque pareil. On va voir ton bracket. Le fan de LeBron, non. Franchement, c'est quoi moi, ok, il y a le côté fan. Boston aussi en finale. Il y a le côté fan. Mais moi, en fait, là, je te dis juste, si les Warriors ou si les Lakers avaient été dans l'autre bracket, de l'autre côté du bracket, j'aurais peut-être pas dit ça. Mais là, franchement, Lakers in 5 contre Minnesota, je pense qu'on va taper après Golden State. Ça envoie des onds et tout, c'est malin. Grave. Et par contre, je vois Milwaukee aller un petit peu plus loin et faire la surprise contre Cleveland avec l'expérience. Avec le retour de Lillard. Avec le retour de Lillard. Et puis même, tu vois, il y a ce facteur joueur démolisseur qui peut tout, qui peut écraser clairement la franchise de l'Ohio. Par contre, ça sera un petit peu trop juste contre Boston. Et sur une projection de finale Boston-Lakers, je vois pas Luka laisser une deuxième opportunité. Il y a trop de messages à faire passer. LeBron est en forme. J'y crois. On en parle en 2 mois et demi. La vraie info, notre vraie différence, c'est pour OKC, qui est quand même l'un des points d'interrogation. Je suis curieux de voir tous les brackets que vous allez faire chacun chez vous. Mais OKC, moi, je les vois pas sortir face à Denver. Et toi, tu penses qu'ils vont quand même sortir? Oui. Toi, t'es d'accord avec moi, Erwan? Tu penses qu'OKC fera un flop et se fera éliminer au 2e tour? Je sais pas si ça va faire un flop parce que le 2e tour c'est flop. Il y a le fond et la forme, mais oui, une équipe qui fait 68 ou 67 victoires en saison, qui se fait sortir en demi-finale de conf, c'est vilain. C'est un flop. Alors moi j'ai mis une équipe de Los Angeles aussi en finale NBA, mais c'est pas les Lakers. C'est pas les Lakers. Moi j'ai envie de croire aux Clippers. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. On va en parler tout à l'heure dans le débat. Mais j'ai envie de croire à ces Clippers qui, pour moi, cochent tellement de cases, avec notamment le retour de Kawhi. Ils ont certainement pas l'arme atomique, mais une arme en tout cas pour pouvoir essayer d'embêter un petit peu Jokic. Donc voilà, je vois quand même Boston sortir tranquillement de la conférence Est. Je vois pas de grande surprise à l'Est. Je vois notamment pas les Bucks battre Cleveland. Donc je vois... Alors il y a un truc moi qui me saute. Alors déjà aux yeux, c'est que si les Clippers vont en finale, c'est peut-être l'un des parcours les plus difficiles de l'histoire. Ils auraient tapé donc les Nuggets de Jokic, le Thunder de Shea qui va être MVP à 68 victoires et les Lakers de Luka et LeBron. Non mais si ça se passe, je veux dire, dans ton esprit, s'ils vont au bout, c'est un parcours all-time. Mais si je prends n'importe quelle équipe de ce top 8 à l'ouest, qui en fait qui a le parcours le plus facile pour aller en finale? En dessous, quand même. C'est plus simple. Franchement, les Warriors, par exemple, contre les Rockets, on voit tous l'upset de 7 d'ailleurs, je me rends compte. Tout le monde pense que les Warriors vont passer. Vraiment, le parcours en dessous est plus simple, entre guillemets, encore. Mais c'est un parcours all-time, c'est ça que je te dis. Cette équipe-là, depuis l'All-Star Game, me donne tellement de certitude sur beaucoup de choses des deux côtés du terrain avec de la profondeur. Bref, je vais pas faire le débat. Ils vont pas aller au bout. Je vais pas faire le débat avant le débat. Puis après, c'est vrai qu'il y a l'aura de cette franchise qui, par des blessures, par des craquages, il reste une franchise de losers, l'une des franchises des plus grands losers de la NBA. Mais j'ai envie de croire à quelque chose cette année. On en reviendra tout à l'heure dans le débat. Vous avez vu, on a fait nos brackets. Faites aussi vos brackets et vous pouvez même gagner le maillot de Paul Pierce dédicacé. Attends, ça a de la gueule. Nice. Écoute, lourd. Bah ouais, les Celtics vont aller en finale pour tout le monde, donc ce sera l'occasion de célébrer la belle franchise des Boston Celtics. Exactement. Allez, on va laisser la NBA un petit peu de côté pendant quelques temps pour rendre hommage à nos amis du Paris Basketball qui se sont brillamment qualifiés en play-in aussi sur le parquet du Real Madrid avec une victoire 81-73, un TJ Shorts monumental avec 27 dévals. Tom, on a vu un match d'une solidité avec, encore une fois et toujours, les valeurs du Paris Basketball, ce basket total emmené par un TJ Short fantastique, un Nadir Ifi avec des tirs incroyables et puis une défense, une alchimie collective fantastique. Mais oui, on a vécu un match exceptionnel, la fin d'une saison exceptionnelle. Alors j'espère qu'ils vont aller en playoff, au Final Four, pardon. On a vu Thiago Splitter le mettre sur le tableau avec comme objectif de taper le Fener, ce qui serait un autre exploit. Mais avec cette équipe, en fait, on ne sait plus quoi dire parce que la saison, avec les 10 victoires d'affilée, la première place à un moment donné, puis finalement, ce moment un petit peu plus compliqué en 2025 où ils perdent des matchs, aller gagner à Madrid, face au Grand Real, avec l'aura de ce club-là. C'est une très mauvaise semaine d'ailleurs pour le Real Madrid dans tous les sports. Ils m'ont régalé, comme tu l'as dit, TJ Shorts, c'est quand même un gars qui te dit le lundi, je suis le meilleur meneur d'Europe, et puis le mercredi, te fait une performance individuelle de meilleur meneur d'Europe. Il a été extraordinaire. Et tout à l'heure, tu disais, dans ce style total du Paris Basketball, je trouve quand même que le style de jeu est beaucoup plus maîtrisé que ce qu'on voyait en début de saison. Ils sont beaucoup moins foufous. Tout est mieux maîtrisé tout simplement parce que TJ Shorts est toujours plus
impactant, toujours plus fort et toujours plus à la tête de cette équipe, ce qui permet à Nadir d'avoir des moments exceptionnels comme sur ces tirs de ouf. Donc voilà, franchement, c'était une bête de soirée parce que les deux équipes sont parisiennes en plus avec le PSG. C'était super. Donc le Paris Basketball qui retrouvera le Fener de Jasukivicius, le coach. Et on se souvient qu'au Fener, ils avaient perdu au buzzer sur ce tir de comment il s'appelle, de Nigel. de Nigel Ice Davis. Voilà, exactement, Nigel Ice Davis. Un terrible tir alors que c'est un match qu'ils avaient en main. Ouais. Donc il y aura un petit air de revanche dans ce quart de finale face au Fener. Ça commence vendredi prochain, me semble. Les deux premiers matchs à Istanbul, bien sûr. Et faut en gagner un pour s'offrir deux matchs à la Adidas Arena. Ce sera incroyable. C'est tout le mal qu'on leur souhaite en tout cas. Donc je dirais Monaco aussi, hein, bien sûr. Évidemment. Attends, Monaco joue son quart aussi. Ça va être incroyable. Évidemment. Tutur, il y avait la draft WNBA cette semaine. Il y a une Française qui a été mise à l'honneur. C'est Dominique Malonga qui a été sélectionnée par les Seattle Storms derrière Paige Buckers et qui est donc deuxième et qui va rejoindre l'ancienne ou la franchise actuelle, je sais plus, de Gabby Williams. La franchise actuelle. Elle a signé. Hein. Ouais, non, bah écoute, c'est une super nouvelle pour elle, pour le basket français, pour absolument tout. Il y avait beaucoup de hype ces derniers temps. On sait qu'on l'avait vu dunker à 13 ans, qu'elle était hyper suivie, qu'elle était projetée numéro 1, etc. La hype était un petit peu redescendue quand elle a commencé à jouer avec des adultes, qu'on l'avait peut-être un peu moins vu lors des Jeux Olympiques l'année dernière, parce qu'elle joue très peu dans les matchs qui comptent. Mais le potentiel est là. Et franchement, lorsqu'on voit l'état, elle représente un peu l'état du basket français au global. Et c'est vraiment une super nouvelle. En plus, je savais pas qu'elle parlait anglais comme ça. L'interview. Mais ça, faut arrêter d'être surpris, je crois, maintenant avec cette génération. Ils sont préparés, en fait. Ouais, ils sont préparés, mais c'est quand même un peu surprenant. Oui, c'est toujours un peu surprenant. On est agréablement surpris. Donc, au top du top, je sais pas si elle va avoir énormément de responsabilités parce qu'elle arrive quand même dans un projet et dans une équipe qui ça fait pas partie des équipes d'extension qui sont arrivées cette année. Donc peut-être qu'elle aura pas un énorme temps de jeu, mais en tout cas, c'est une super nouvelle pour le basket français et je suis super content. Ouais, un nouveau porte-étendard, en fait, pour le basket français. Chez les filles, ce qu'on disait hier, tu sais, c'était que à un moment donné, on a de la chance de vivre dans cette époque où les garçons et les filles s'exportent dans les meilleurs championnats possibles, performent dans les meilleurs championnats possibles, que nos équipes de France continuent d'aller engranger des victoires. Et il faudra à un moment donné se poser la question de comment tu fais pour battre Team USA. Bah, faudra à un moment donné un très très grand Victor, faudra une très très grande Dominique Malonga si on veut espérer ramener l'or olympique. Et en tout cas, dès 2028. Dès 2028, on rêve de tout ça, mais c'est vrai que quand on est vice-champion olympique et que dans des rosters, tu as Victor Wembanyama et Dominique Malonga, alors ils en sont pas tous les deux au même moment de leur carrière. Dominique, elle est encore très jeune. Elle va jouer l'Euro cet été aussi, où elle aura un rôle. Elle aura pas un rôle majeur. Et dans 3 ans, en fait. 3 ans, par contre, ça sera des joueurs différents. Niveau de l'équipe de France féminine, les États-Unis, là, les générations qui arrivent, il y a rien à voir. Hein. Non, mais en France aussi, il y a des filles qui. Ouais, mais je pense qu'on est très très loin. Ça arrivera un jour, en fait, Arthur. Moi, je pense que ça arrivera. On va pas gagner 100 ans d'affilée. Pas 2028 ou pas 2032. On était un tir. Les filles, sur les Jeux Olympiques, la réalité, c'est que les filles étaient plus proches de Team EC que les garçons. Ah ouais, t'as complètement raison. Mais je te parle juste dans les projections, les talents qui arrivent américains là, qui sont à la fac et tout. Je trouve, peut-être je me trompe, mais que c'est. Il n'y avait pas Kathleen Clark cet été, non, mais t'inquiète pas, on les connaît les filles. Mais oui, de toute façon, battre Team EC là-bas, c'est. Elles ne gagneront pas 100 ans d'affilée. Et le jour où la série s'arrêtera, on va espérer que ce soit la France. Voilà. 2028-2032 à Brisbane. Où vous voulez les filles. Pour ajouter une info sur Dominique Malonga, on sait que cet été, elle va rejoindre aussi le Fener en Turquie, donc ce grand club qui est un peu en reconstruction après une saison compliquée. Elles vont jouer les finales de Turquie. Les playoffs. Et c'est un peu les finales de playoffs de Turquie, c'est les finales face à Mersin, c'est déjà les finales. Ça sera sans Valérie Garnier qui s'est fait couper après un Final Six dramatique. Allez, on va aller dans le débat et on va aller tout de suite sur cette série alléchante entre les Nuggets et les Clippers. Ils étaient à 2 doigts de jouer les play-in, mais grâce à leur belle victoire sur le parquet des Warriors, les Clippers ont fini 5e de la conférence Ouest et vont donc affronter les Nuggets qui, eux, ont fini 4e après une saison avec pas mal de tumulte, mais finalement, avec le meilleur joueur du monde, ils ont su assurer l'avantage du terrain au premier tour. Mais si on est d'accord que cette confrontation Clippers-Nuggets, c'est quand même la série peut-être la plus excitante, et Dieu sait qu'il y en a, mais la série la plus excitante, la plus indécise de ce premier tour à l'Ouest. C'est la plus excitante parce que c'est la plus indécise, parce que c'est deux équipes qui ont le même bilan, 50 victoires pour les deux, qu'il y a des certitudes assez énormes avec des joueurs all-time, bien sûr, Jokic, Kawhi, James Harden, etc. Que c'est deux équipes aussi qui sont dans de bonnes dynamiques. Alors je dis ça alors qu'il y a une équipe qui a viré son coach il y a 2 semaines. Mais il n'empêche que quand tu vises le titre, t'es quand même obligé de montrer dès le premier tour, quand il y a une opposition très forte, que tu as tout ce qu'il faut en magasin pour aller jouer le titre. Et ces deux équipes vont devoir nous montrer en fait dans cette première série qu'ils ont tout ce qu'il faut pour aller au bout.
Tutur, toi aussi, t'es excité par cette série? Super, très excité, excuse-moi. Je pense que effectivement, comme tu le disais, c'est la série peut-être la plus indécise, la plus serrée sur le papier. Donc il y a des arguments des deux côtés, on va pouvoir en débattre. Après, moi, comme vous l'avez vu sur mon bracket, je suis parti sur victoire des Nuggets parce que il y a quand même ce facteur meilleur joueur du monde sur le terrain. Et puis voilà, mais rien ne va être gagné. Moi, j'ai mis en 7. C'est bien la preuve qu'on est indécis en fait. Moi aussi j'ai mis en 7. De toute façon, t'es obligé d'être un vainqueur, mais encore une fois, dans tous les débats qu'on a aujourd'hui, c'est pas parce qu'on dit qu'un joueur ou une équipe va passer que les autres, c'est... Oui, il y a ça, et puis il y a un autre truc, vraiment, on fait une preview. Donc tant que t'as pas commencé à voir les matchs, les choix tactiques, qui défend sur qui, Harold Gordon sur Kawhi, tant qu'on n'a pas vu les premiers matchs, c'est toujours difficile de se projeter. On est quand même là pour faire ça. Eh ben on va essayer de se projeter quand même, mais on va regarder les clés un petit peu. D'abord, on va regarder les confrontations de ces équipes pendant la saison. De partout, les Clippers avaient remporté les 2 premiers matchs, les Nuggets les deux autres. 3 victoires consécutives pour finir la saison pour les Nuggets. 8 victoires consécutives pour les Clippers. C'est des équipes qui vont plutôt bien, même s'il y a eu un changement de coach. Mais on a l'impression que la pilule est plutôt bien passée avec le nouveau coach David Adelman. Petite info sur le dernier match, qui était il y a quelques semaines. Les Nuggets ont détruit les Clippers. Il n'y avait pas que Kawhi Leonard, et c'était quand Nikola Jokic avait été blessé, vous vous souvenez, pendant quelques matchs. Qui compte pas beaucoup. Mais avec un Westbrook, un Jamal Murray qui avait été très fort. Voilà, c'est un contexte. Il me semble que les 2 premiers matchs aussi, il n'y avait pas que Kawhi. Oui, et c'était au début de saison. C'était le début de saison. On va voir. Il compte pas. On va voir les clés du match, et le tableau sera peut-être plus pertinent que celui qu'on vient de voir du coup. Les clés de la série, la défense évidemment sur Jokic, le meilleur joueur du monde, qui va peut-être gagner son 4e titre de MVP. La guerre du coaching, et ça va être très intéressant parce qu'il y a un mec qui est en place depuis à peine 3 semaines et qui fait des drôles de déclats, qui pour défendre aussi sur Kawhi, on l'a dit, il revient en pleine bourre, il va falloir quand même s'y coller sur Pépère. Et le duel Harden-Murray, un duel de meneurs dans des grandes équipes, dans des grandes joutes de playoffs, forcément, ça fait toujours la bascule. On va commencer par monsieur le Serbe, monsieur Nikola Jokic. Qu'est-ce qu'on fait sur Nikola Jokic? Je vais tenter de vous aiguiller un petit peu. J'ai l'impression qu'en face, il y a un pivot qui physiquement va pouvoir donner le change à Nikola Jokic, physiquement je dis bien, et qui est parmi les meilleurs défenseurs, considérés en tout cas cette saison parmi les meilleurs défenseurs du match. Qu'est-ce qu'on pense de cette match-up entre Zubac et Nikola Jokic, Thomas? Déjà, je suis sois bon et précis. Tout à fait. Je suis excité déjà parce que c'est 2 mecs qui sont en pleine bourre. C'est avec Zubac un gars qui est en pleine progression et c'est un gars qui est ultra central dans le système défensif des Clippers. Donc on peut imaginer bien sûr qu'ils vont défendre l'un sur l'autre. Moi, si j'étais Tyronn Lue, je ferais tout pour protéger mon grand Ivica Zubac. Et quand je dis protéger, c'est donc ne pas l'exposer aux problèmes de faute et donc être en direct avec Nikola Jokic. Imaginez un début de match des Clippers, si Jokic joue les 3-4 premières actions, sur du face-up, on est tête de raquette, on fait des 1 contre 1, on joue 2 fautes, Zubac sur le banc. Ils sont dans la merde. Donc, plus je me projette sur cette confrontation, plus j'ai envie que Tyronn Lue, très rapidement dans le match, peut-être même au tout début, mette un ailier sur Jokic et permette à Zubac d'être sur Aaron Gordon en 2e rideau pour protéger la raquette comme il le fait parfaitement depuis le début de saison. Choisir son poison un petit peu, je traduis un petit peu ce que nous dit Thomas, parce que quand je vois Aaron Gordon qui va attaquer sur Zubac sur des close-out et tout, bon courage, et on sait que, on l'a vu avec les Lakers, ils avaient essayé à Rui Hachimura, on avait dit que c'était pas si mal que ça. Au final, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il les a démontés. Même pas Jamal Murray, c'était Jamal Murray, tu sais qu'ils les avaient détruits. Certes, aussi, mais bon. Quel poison tu vas choisir? Parce qu'en fait, avec Jokic, c'est ça, personne va le réduire, c'est juste, tu te fais démonter, de quelle manière? Ouais, non, bah écoute... merci Jackie et Michel. c'est sûr que c'est intéressant de se dire qu'on va peut-être pouvoir mettre un profil un petit peu moins physique sur Jokic, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même garder Zubac sur lui, parce que effectivement il y a ce rapport à la dureté qu'il va pouvoir avoir sur ce match-up là, et puis surtout j'ai surtout peur que si tu ne mets pas Zubac sur Jokic, bah en fait, Jokic va se friser les doigts et il va se friser les moustaches, excuse-moi, et il va éclater tous les autres défenseurs qu'on va pouvoir lui mettre. Même si c'est Kawhi Leonard. Parce que je pense qu'on n'a plus le Kawhi entre 2014 et 2019. Je sais qu'il est en forme, je sais qu'il est à un niveau auquel on l'avait pas vu depuis un petit moment, mais je pense que ça va être trop juste pour qu'il puisse. On sort d'un match face aux Warriors aujourd'hui à 33 ou 34 ans, sur une série complète, de pouvoir tenir Jokic à ce niveau-là. Non, mais ce qui est sûr, là où tu as raison, c'est que on pense à une série longue. Donc quand il y a une série longue, il y a plusieurs tactiques, plusieurs défenses, plusieurs défenseurs, et personne n'arrête Nikola Jokic. En revanche,
l'année dernière, les Wolves ont réussi à gagner contre eux et en limitant, alors peut-être que c'était la faute de Jokic, mais en limitant son impact, pas forcément dans les stats, mais au moins dans les fins de match. Donc moi, je crois aussi que les Clippers, qui sont une équipe intelligente, avec un coach qui a montré plein de fois qu'il était capable de mixer les défenses, de faire de la zone, de switcher surtout et parfois de pas switcher, c'est surtout ça qui va peut-être leur permettre de le limiter. Le truc que je me dis, c'est que tu veux pas exposer Zubac pour qu'il puisse avoir beaucoup de fautes, mais je vois pas en quoi Kawhi ferait beaucoup moins de fautes, et je suis sûr que Jokic, s'il a la balle, que ce soit poste haut ou poste bas, et qu'il voit qu'il y a Kawhi qui est défendu sur lui, il va savoir aller chercher les fautes, il va savoir aller placer son bras. Kawhi Leonard est meilleur. Peut-être qu'il est meilleur, mais en homme sur du 1 contre 1. Oui, en homme. Mais je pense que Jokic va pouvoir aller chercher des fautes de Kawhi, et que si tu disais que tout à l'heure Zubac avait des fautes, c'était de la merde pour les Clippers. Je pense que pour Kawhi c'est encore plus. Donc voilà, c'est mon choix. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je laisserai Zubac dessus. Moi les grands qui ont des fautes, c'est toujours qui sont les seuls avec ce profil-là. C'est plus compliqué que Kawhi Leonard. Le vrai poste 5 c'est Drew Eubanks après d'ailleurs. Drew Eubanks qui j'espère va pas jouer. Après tu peux te dire qui est une brave Chiracanon. Est-ce que Derrick Jones Jr. est-ce que c'est de tout petit Ben Simmons sur des séquences. Ben Simmons. Voilà. Alors, ce ne sera pas dans le début de match, bien sûr. Non, évidemment que non. De toute façon, moi, j'aime et je reste persuadé que sur des joueurs très très forts comme ça, je crois que tu dois alterner les défenses. Ils doivent pas s'installer dans un confort parce que même si tu es un bête de défenseur, des joueurs comme Jokic, c'était pareil pour Jordan, c'est pareil pour LeBron. Enfin, quand tu as tout le temps le même défenseur sur toi, au bout d'un moment, tu t'habitues et au fil du temps et des matchs, tu prends le meilleur. Donc, j'espère vraiment que les Clippers vont réussir à lui proposer des défenses mixées avec des différents profils de joueurs. Et je pense que là-dessus, Ben Simmons peut avoir un rôle à jouer. Vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi et j'ajoute un autre truc. Quand on parle de défense sur Jokic, il y a un truc qu'ils doivent absolument contrôler, c'est le rebond offensif de Nikola Jokic et d'Aaron Gordon, voire même en général, parce que Christian Brown est capable, Peyton Watson est capable, Porter Junior aussi est capable d'aller prendre des rebonds offensifs. Dans la défense des Clippers, ils doivent à un moment donné avoir du monde dans la raquette, faire des box-out et profiter des qualités athlétiques pour ne pas laisser les secondes chances. On sait que Jokic est tellement fort sur les petits types là où il pousse les mecs. On parle beaucoup là de tout ce qu'on dit, de comment défendre Jokic. On est déjà rentré dans la tactique de cette série et forcément qui dit tactique dit coach. Et il va y avoir un drôle de duel de coach entre Tyronn Lue, qui commence à être un vrai vieux de la vieille, champion avec les Cavs, on s'en souvient, qui est aux Clippers depuis pas mal de temps. Et en face, il y a un coach puceau, qui est David Adelman, qui était l'assistant de Mike Malone, qui a repris les rênes, qui semble avoir remis un peu de calme à défaut d'autres choses dans cette équipe-là, et qui a eu cette déclaration où il dit « Si Nikola Jokic veut coacher l'équipe, ce n'est pas un souci. » On a forcément tous en mémoire cette séquence au temps mort où c'est Nikola Jokic qui prend l'ardoise et qui dessine. C'est bien ou pas bien ce genre de déclat moi, je pense qu'il faut pas le prendre de manière très sérieuse, entre guillemets. Ah, mais excuse-moi, attends. Non, mais voilà, c'est du second degré, et puis surtout, c'est une phrase qui est prise comme ça. Après, ça traduit quand même quelque chose. T'as un mec qui arrive, qui doit coacher le meilleur joueur du monde, qui est. Nikola Jokic, on le connaît. C'est pas le meilleur joueur du monde sur de la vitesse du scoring, point barre. C'est un cerveau. Donc, faut... Mais moi, ce que j'en attends de David Adelman, c'est pas tant comment Nikola Jokic va jouer. C'est comment les Nuggets vont jouer quand Nikola Jokic est sur le banc. Tu vois, c'est surtout ça, moi, que j'attends. Catastrophe quand Mike Malone était là. Pendant toute la saison régulière, tu sais, il a été viré pour ça, le mec. Il était viré pour ça, entre autres. Donc c'est ça, plutôt, David Adelman peut parler de Jokic, et bien sûr, quand heureux qu'ils aient des discussions tactiques au vu du mec, du ça, c'est normal. Voilà, c'est normal. Mais c'est comment va se comporter à la fois David Adelman, va faire jouer ses joueurs quand il est pas sur le terrain, et va-t-il avoir le sang-froid pour appeler les bons plays en fin de match? C'est surtout ça, en fait, qu'on attend des coachs aujourd'hui. Et de remotiver ces mecs quand ils sont un down, de garder l'exigence très haute quand ils sont devant. Voilà, c'est surtout ça qu'on attend de David Adelman. Est-ce qu'il a ça en lui? Écoute, point d'interrogation totale. On a vu des coachs, et d'ailleurs en face de David Adelman, il y aura Tyronn Lue qui arrive en cours de saison, le mec. Qui arrive en cours de saison. Là, David Adelman, c'est encore l'échantillon est encore plus court. Après, c'était un assistant. Il était là quand même déjà dans le run qui les a amenés jusqu'au titre. Tu penses que avoir un nouveau coach comme ça, avec une vision, et qui lui connaît les problèmes de l'équipe qui ont poussé à la sortie de Mike Malone, ça peut être un vrai plus pour cette équipe? Je sais pas, moi je pense que ça revient quand même... Ou une tare? Non, ça sera pas une tare, je pense que ça revient surtout aux joueurs. Oui, quand il y a un nouveau coach, tout le monde est excité, des fois tout le monde fait un peu plus les efforts, etc. Mais je pense que là, pour le coup, ça va surtout passer par les joueurs. J'ai pas l'impression que il va arriver en révolutionnant tout, en changeant des temps de jeu, en faisant des match-ups qui sont improbables, etc. Donc voilà, je pense qu'il arrive, ça donne une nouvelle énergie au groupe. Et puis là, on va surtout le juger peut-être un petit peu plus tard. Mais j'ai l'impression que l'équipe, elle est quand même bien lancé sur ses rails. Il y avait un problème avec Malone, on l'a écarté. Maintenant, il y a un nouveau coach, mais ça va surtout appartenir aux joueurs et à Jokic évidemment. Et donc on l'attend aussi sur quelles seront les rotations.
Il a aussi été viré, Mike Malone, pour, entre Pickett et Westbrook, c'est ce qui est vachement ressorti, le rôle des jeunes joueurs. Pickett joue beaucoup plus depuis qu'Adelman est en place. Voilà. Il est bon, exactement, il est bon, c'est un bon joueur, le mec. Voilà, donc c'est aussi les rotations, c'est les associations de joueurs. Mais là où je te rejoins, c'est il peut pas avoir d'impact sur la condition physique de Jamal Murray à un moment donné, ça, le mec. C'est sûr. Voilà. Mais après, tu as dit, c'est l'annonce des plays, c'est la gestion des moments clés. La gestion aussi de la défense sur les meilleurs joueurs en face. En face, il va falloir défendre sur Kawhi Leonard. On a fait tout un début de débat autour de la défense, autour de Jokic. Qu'est-ce que doivent faire les Nuggets autour de Kawhi Leonard? On a vu que Kawhi Leonard est en pleine bourre depuis le All-Star Game. 25 points, quasiment 7 rebonds, des passes. Mais surtout, c'est l'impression visuelle. On a retrouvé un mec dessiné à la mort, saignant dans ses dribbles, qui met des grandes pressions défensives. Kawhi Leonard, depuis le All-Star Game, c'est le très très haut niveau de la Ligue. Et Nico Batum, lundi, dans la libre antenne, il nous a confirmé ça. Ça fait 20-25 matchs qu'il cartonne, quoi. Et hier, sur les 2 derniers matchs, justement, on en parlait hier. Moi, c'est le temps de jeu, quoi. C'est le 42, les 48 minutes. En moins de 3 jours, quoi. Et le corps tient, il fait 2 grosses performances, il tourne à 26 points de moyenne, il est joueur de la semaine. Voilà, il monte son niveau et il est au meilleur moment, quoi. Là, on commence les playoffs avec un Kawhi au top, avec une semaine en plus off, là, où il va pouvoir se reposer, donc c'est génial, quoi. Mais ça, Nico. Kawhi Leonard au top, on a tous la même sensation, donc du coup, il va falloir quand même le contrôler. On a l'impression de retrouver un échantillon un peu large, mais ça reste un échantillon d'un Kawhi qui revient au top. Ça aussi, ça va être une match-up importante. Thomas, je sais que tu as une idée précise de qui va devoir relever le challenge Kawhi Leonard chez les Nuggets. Alors, avant de parler de la défense, de la tactique, moi, je souhaite juste, à un moment donné, au-delà du fait qu'il soit bon, juste qu'il joue. Hein. Parce que c'est ça qui est bien avec la NBA, c'est qu'on oublie que Kawhi Leonard n'a pas joué de play-off à haut niveau depuis très longtemps. Donc déjà, qu'il puisse gérer une série entière, plus de 3-4 matchs avant une blessure au genou. Comment ça, plus de 3-4 matchs qu'il aille au bout, gros? Non, tu en demandes trop, Erwan, tu en demandes trop. Là, avant, je voulais quand même redire ça avant d'aller dans un truc où, oui, c'est vrai, il est trop fort, genre c'est normal. Non, ces dernières années, c'est pas normal qu'il soit très fort en play-off. Donc maintenant, on y est. Je sais que beaucoup ici vont penser que Aaron Gordon est un peu naturellement le joueur qu'on imagine défendre sur Kawhi Leonard. Vous avez plutôt raison, mais je crois que tu dois garder tes forces vives pendant longtemps et tu dois aussi donner des responsabilités à des mecs parfois qu'on attend moins. Et moi, j'aimerais bien que David Adelman aille voir Michael Porter Jr. et lui dise, gros, à un moment donné, on t'a payé, t'es un gars qui arrive à maturité, on t'aime beaucoup, on connaît ton talent d'attaque, on a besoin de toi. Pas dans le second rideau pour prendre des rebonds et te planquer sur Christian Brown. Non, on veut que tu sois première ligne et que tu nous prouves que t'es ça en toi. Et donc, on va te mettre sur Kawhi Leonard. Ça marche, ça marche pas. Une série, c'est long. On verra s'il pourra le tenir. Mais en tout cas, j'ai bien l'idée de responsabiliser les mecs qui sont censés maintenant te donner pleine mesure de leur talent. On y croit à ça, des missions défensives de Michael Porter Jr. sur Kawhi? Alors, peut-être sur un ou deux switches défensifs, mais sur... une orientation de série, j'y crois pas un seul instant. Je pense que Michael Porter Jr., c'est pas un bon défenseur. Déjà, c'est pas un bon défenseur. Et puis surtout, on va avoir énormément d'attentes de l'autre côté du terrain pour lui, sur de l'adresse, sur de l'agressivité, sur ce qu'il est capable de faire quand il est bien luné. Et s'il donne beaucoup trop d'efforts défensifs, parce que se taper Kawhi, voilà, on sait tous, ça va être très compliqué. Je ne pense pas qu'il va pouvoir être capable de pouvoir redonner tous ses efforts, en tout cas de manière qualitative, en attaque. Et je ne pense pas que ce joueur soit prêt, soit assez mature pour pouvoir proposer et accepter de faire ses efforts. C'est pas en playoff que justement il y a des mecs qui arrivent à se sublimer mentalement et c'est pas dans ce type de run-là on justement. On l'a jamais vu. On l'a vu être très bon au rebond, on l'a vu avoir des très très hauts en playoff, on l'a jamais vu être des bons défenseurs. Il a progressé cette année. Il a progressé. Un mec de 2m08 qui fait des bons matchs au rebond, ça me trouve un peu le cul quand même de dire genre ah ouais c'est cool ici. Non, c'est un bon rebondeur. Je veux dire, c'est un bon rebondeur, c'est pas une question de taille le rebond. Tout le monde le sait. Sinon ton gars comment il s'appelle encore, Josh Hart, ce sera un rebondeur minable. C'est ce que tu mets dans aller chercher un rebond et tout. Donc moi, quand je le vois avoir donc des hauts de concentration, j'aimerais le responsabiliser. Je vous dis pas que ça va marcher. Je dis que toi tu dis que ça a pas aiguillé la série. Je pense qu'au contraire, s'il arrive à tenir ici ou là Kawhi, évidemment qu'il y aura des switches, mais à le tenir et à montrer qu'il peut s'opposer physiquement, ce serait une très bonne chose pour la série des Nuggets. Est-ce que tu as déjà vu des bribes? Est-ce que tu as déjà vu un tout petit truc de ça chez Michael Porter Jr.? Moi, j'ai jamais vu ça sous Mike Malone. Mais tu sais quoi, ils ont changé de coach. Ils ont changé de coach, mais tu vois, moi, je suis persuadé, je trouve que c'est un bon joueur et tout, il fait kiffer à Missouri, je le regardais et tout, il n'y a pas de souci, mais je pense que... beaucoup le voir à Missouri. Hein. Oui, il a été blessé. Non, mais même au lycée et tout, je n'ai pas compris, quoi. On le regardait au lycée, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que ce gars,
c'est un gars, c'est scoring first. Oui, bien sûr. Bah, sans aucun doute. Il sera pas prêt à faire les efforts. Même demain, on lui dit oui, vas-y, etc. Et, gars, quand il gagne le titre il y a 2 ans, il est à moitié en train de faire la gueule parce qu'il fait une série qui est minable. Tu vois ce que je veux dire? Alors il est pas à moitié en train de faire la gueule, il fait la gueule. Il fait la gueule. Pas bon. Mais parce qu'il n'a pas été bon. Moi, je pense c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. C'est pour ça que je parlais de maturité dans ce que j'ai dit tout à J'ai l'heure. l'impression que Aaron Gordon est tout désigné pour s'y coller 60-70% du temps et que le relais, c'est Peyton Watson par son énergie plus filiforme, même Brown. mais des grands et Christian Brown qui va aussi, 2 mètres, hein. même s'il est plus petit et moins gaillard, mais c'est vrai que lui par contre il met la tête là où personne veut mettre la main. Donc pour moi tu as ces 3 mecs là et tenter le coup. On a dit c'est une série qui va être très disputée, qui va se jouer sur des détails. Si à un moment donné ton pari, tout pari perdu peut-être faire basculer la manière dont vous présentez les choses, c'est genre il reste une action. Si on mettait Michael Porter Jr., moi je vous dis autre chose. Je vous dis qu'il y a des Non, mais la manière dont vous présentez, c'était un peu ça. Alors que moi, je vous dis, commence dessus. Montre que t'es capable de. Et si ça marche pas, l'avantage, c'est qu'une série en NBA, c'est au meilleur des 7. Clairement. Donc voilà. Et que dans un match, tu peux changer de défense. Parce qu'évidemment, quand tu auras le second unit, j'imagine pas Michael Porter Jr. défendre dessus. Bon, l'avantage, écoute, c'est qu'on va voir tout de suite, dès le premier match, un petit peu les premières options, les choix de David Adelman et donc de Tyronn Lue dans ce duel de coach. On a parlé de la défense sur Kawhi, on a parlé de la défense sur Jokic, du duel de coach. Et évidemment, on va aller sur le duel de meneur de jeu. Il n'y a pas une grande série NBA s'il n'y a pas un duel de meneur de jeu. Et évidemment, c'est entre Jamal Murray et James Harden, 2 saisons un peu différentes, même si les stats sont à peu près similaires. Jamal Murray qui a raté son début de saison, qui est revenu très bien, qui a de nouveau été blessé et qui semble revenir. Dans quel état? Ça a l'air d'aller plutôt bien selon les dernières infos. Et de l'autre côté, il y a un mec qui semble être en phase au moment de sa carrière, qui est un système à lui tout seul, plus que jamais, qui est un mec qui aujourd'hui drive cette équipe des Clippers de main de maître. Ils sont tous les deux ultra importants. Si leur équipe veulent aller au bout pour beaucoup de choses, c'est vrai que dans l'installation des matchs, le fait d'être meilleur des jeux bien sûr, mais il y en a un qui porte tout le système pour lui, c'est James Harden, et il y a l'autre qui est un finisseur extraordinaire, mais qui en fait est aussi hyper all-around, on le voit prendre des rebonds, faire des passes, et qui a une relation privilégiée avec Nikola Jokic. Donc déjà la première chose c'est qu'ils vont pas défendre dessus a priori, on est d'accord. Christian Brown sur James Harden et Chris Dunn sur Jamal Murray. Déjà donc c'est un duel un peu à distance. Un duel à distance, un peu de quarterback exactement. Plus que 45 minutes, moi ce qui va m'intéresser c'est comment il va se comporter dans les money time. C'est vraiment tout l'enjeu en fait ce duel. Jamal Murray a prouvé que c'était un joueur même presque all-time dans des séries de playoffs. James Harden nous a parfois déçus dans des séries de playoffs. Il est en phase avec lui-même. Voilà, maintenant c'est celui qui sera le meilleur des deux dans les money time. En fait quelque part donnera l'avantage à son équipe dans les moments importants et peut-être que ça permettra à son équipe de gagner. Tutur, est-ce que James Harden est dans le meilleur environnement qu'il ait connu de sa carrière? Je sais pas si c'est dans le meilleur environnement. Faut pas sous-estimer la période 2018 de Houston. En tout cas, c'était une très bonne période pour lui. Je parle en général. Il était avec Chris Paul, ça se passait pas très bien en dehors des terrains. Il gagnait des matchs, mais c'était aussi un basket où il jouait toutes les possessions. Il y avait tout était fait pour lui. On lui laissait faire beaucoup de choses en dehors du terrain. C'est pour ça que je pose cette question. Je minimise rien sur ce qu'il a fait à Houston, qui est all-time. Mais là, j'ai l'impression que ça soit sur et en dehors du terrain, tout est aligné. Oui, la grosse différence, c'est que c'est pas sur lui qui est concentré toute la pression. Là, c'est clairement sur Kawhi. Ça reste encore l'équipe de Kawhi. Et mine de rien, le fait d'être deuxième, le fait de ne pas avoir supporté toute cette pression, c'est exactement les arguments qui étaient contre lui lorsqu'il était à Houston et lorsqu'on l'a pas vu accéder à cette fameuse finale en 2017, en 2018, etc. À cause des Warriors. À cause des Warriors également. C'est important de le dire. Et de la blessure de Chris Paul aussi. Et de eux-mêmes aussi. Ils se sont sortis sur la série, sur la période, ils se sont sortis 4 fois par les Warriors. Bon, bah, c'est un peu leur Jordan en face. Il gagne 3-2 en 2018. Il y a une blessure. Mais il y a une blessure. Mais il gagne 3-2 en 2018. Enfin bon, bref. Oui, moi qui ai raté les 27 tirs à 3 points d'affilée. Clairement. Ça aurait pu être moi. Dans un bon jour. Non, mais je pense que oui, il est dans un bon environnement. À partir du moment où il n'y a pas toute cette pression qui est sur lui, il va pouvoir s'éclater, réussir à appliquer son jeu. Et j'ai pas de doute qu'il va pouvoir faire un bon premier tour de playoff. Après, de l'autre côté, on a Jamal Murray. Moi, je pense que si Jamal Murray est en pleine forme physiquement, ou s'il est capable de pouvoir arriver au 4e quart-temps avec des cannes, ça va être très très compliqué et il risque de remporter son match-up. Il y en a un qui croit en James Harden et pour cause, il joue avec lui, c'est Nicolas Batum. Encore une fois, il nous en a parlé lundi et il nous dit que du bien sur Al Barbudo. Il est au top physiquement, mentalement, dans son jeu, enfin en dehors. Moi, de le côtoyer cette année. Bah, tu vois, le mec, il travaille, quoi. Avant l'entraînement, c'est 1h30 avant. Après l'entraînement, c'est 1 heure après. Enfin, il fait ses trucs après les matchs. Enfin, c'est un vrai pro, quoi. Dans tout ce qui lui arrive maintenant,
comment il gère l'équipe, comment il lead l'équipe. Nous, on le suit. Enfin, on sait très bien que c'est lui et Kawhi qui gèrent. Kawhi fait un gros match, il a les 3 derniers ballons parce qu'il fait un gros game. Mais voilà, ça se passe pas comme il faut. Et du coup, enfin, les deux marchent très bien, quoi. Ok, bah tiens, maintenant à ton tour, vas-y, ramène-nous à la maison, quoi. Et c'est ce qui s'est passé hier en prolongation. James, il met 12 points, mais il a eu 10 premiers points, je crois, de la prolongation. Et il n'y a pas de problème en ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Chacun connaît son rôle, il n'y a pas de problème d'ego. Et quand une équipe marche comme ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà Nico qui répond en partie à ma question sur l'environnement de James Harden, puisque c'est vrai qu'il y a pas il semble ne pas avoir de guerre d'ego, il est chez lui à Los Angeles, James Harden, et tout va bien. Un petit mot avant qu'on aille sur les commentaires, parce qu'on vous a posé une question sur cette série, un petit mot sur évidemment Russell Westbrook qui retrouve les Clippers, qui fait une bonne saison en 6e homme, mais qui a été pointé du doigt quand même dans l'éviction de Mike Malone sur son utilisation trop importante dans les money time. Et c'est pas ce droit. Est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on imagine de Russell Westbrook dans cette série? Ce qu'on attend de lui depuis qu'on est revenu. De pas jouer les money time, peut-être pas jouer les money time, mais ça c'est réel, c'est réel. Je pense qu'il l'accepterait peut-être un peu plus, et puis surtout apporter de l'énergie en sortie de banc, mettre des grosses pressions défensives, qu'il puisse prendre ses tirs en attaque lorsqu'il est ouvert, et voilà, qui facilite un petit peu le jeu, mais il faut pas en attendre monts et merveilles. Hein. Mais il doit consolider le banc, en fait. Il doit être au niveau des meilleurs joueurs des Clippers en face, qui me semble avoir un petit peu plus de profondeur. Tu on n'a même pas parlé de Norman Powell, par exemple, aujourd'hui. Donc, j'ai quand même l'impression que Russell Westbrook a une vraie charge de responsabilité en création pour les autres, en énergie, en défense, en leadership. C'est énorme, hein. Même si c'est un 6e homme. Donc, moi, j'en attends beaucoup, en fait. Hein. Les mecs qui sont ultra expérimentés, ils jouent en plus contre un ex, donc la motivation est assez naturelle. J'espère qu'il va faire une grande série. Je veux des matchs à 20 points, tu sais, pas loin d'un triple-double. Je pense que c'est ce que j'attends de lui, hein. Pas juste, il est bon, tant mieux, tu vois. Surtout que je pense que dans cette série, les Nuggets doivent combler un petit peu le manque de profondeur par rapport aux Clippers. Et je pense que si Westbrook est bon et juste sur le temps de jeu qu'on va lui donner et dans les responsabilités, surtout quand Jokic n'est pas là, ça peut être ça peut avoir une vraie importance en tout cas dans cette série. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux, Nuggets contre les Clippers, qui va passer? Et on a pris 3 de vos commentaires comme d'habitude. On a Moïse Boya qui nous dit Clippers en 7, ils sont sur une dynamique incroyable avec un Kawhi monstrueux et un Harden aux commandes. Aussi, je pense que leur effectif est plus dense que celui des Nuggets, avec des role-players et des défenseurs efficaces. Donc la profondeur du banc pour notre ami Moïse, et donc les Clippers qui passent. Ensuite, on a Vincent. Si Murray est aussi efficace qu'au jeu cet été, les Clippers vont passer. Jokic aussi fort qu'il ne pourra pas porter l'équipe de Denver avec l'intensité des playoffs. Par contre, si Murray redevient le joueur de 2023, l'expérience de champion permettra à Denver de passer. Pas mal de si. Bah oui, il a pas dit qui gagnait alors. Ouais, il nous a pas dit. Bah alors. Bon choix de commentaire en tout cas. Le meilleur joueur est chez les Nuggets, le banc et la défense chez les Clips. Tout va dépendre de l'écart de niveau entre Murray et Harden. Kawhi, d'accord. Et si Zou arrive à faire travailler suffisamment Jokic en défense, voilà. Donc on est encore un petit peu dans tout ce qu'on a dit. Il a pas dit non plus qu'il allait gagner. Attends, c'est quoi ça? On a des mecs qui se mouillent pas. Hein. Mais gros. Les gros, la question c'est qui va gagner la série. On vous pose des questions. Il y a des mecs ils viennent faire étage de leur savoir. Là, les gars, dites-moi qui va gagner. Juste un mot, ça suffit. Clippers ou Nuggets. Les Carson 5, on dit ça au pire. Hein. Ça n'a rien à dire. Les Carson 5. Les cotes Wina, Thomas, parce qu'on sait qu'on peut maintenant parier donc sur le premier match, mais aussi sur la série. Ouais, absolument. Alors, les Nuggets sont favoris à domicile sur le premier match. 1,72, 2,10 les Clippers. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui surtout, et là, les bookies, ils sont ultra... ils ont du mal à départager les deux équipes. Les Clippers sont à 1,75 et les Nuggets sont à 1,95. Sachez que les gens qui parient sur cette série sont à plus de 90% en faveur des Clippers. Donc, ça va dans ton sens, Erwan. Ouais, écoute, je sais pas si c'est bon signe, mais écoute, en tout cas, on prend Winamax, vous savez, notre partenaire depuis des années. Et si vous voulez jouer avec nous, ça se passe comme ça. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket. Sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. Et en plus, lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé à hauteur de 100 €. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Allez, on a fait le tour sur cette série passionnante entre les Nuggets et les Clippers. Dites-nous dans les commentaires qui va gagner. Voilà, dites-nous qui va gagner. Parce que même, des fois, c'est pas toujours simple. On nous explique, si Zou, si, fait ça. Qui va gagner, frère? Je veux une réponse. Qui va gagner, c'est une question fermée.
Je veux un nom ou un autre. Voilà, Nuggets 107. Très bien. On l'a vu dans ton bracket d'ailleurs. On va aller de l'autre côté dans la conférence Est, faire une preview d'une série bouillante, évidemment. Les Knicks face aux Pistons. Les Knicks ont plutôt cruisé cette saison pour finir une nouvelle fois dans le top 3 de la conférence Est. Il y a eu des blessures, il y a eu des ceci, des là, mais finalement les Knicks ont assuré l'essentiel en finissant 3e derrière les deux monstres que sont Boston et Cleveland. Mais par contre, hasard du calendrier, ils se prennent la surprise, la plus belle surprise de la saison avec les Detroit Pistons. C'est un 3 contre 6. Mais on a l'impression finalement que tout est ouvert, tout est possible dans cette série, Arthur. Alors, pas du tout pour moi. Non plus. Moi, je vois clairement un sweep de New York. Ah ouais. Ok. Ah ouais, bah, clairement. En fait, le 5 majeur de New York est plus fort que le 5 de Détroit. Le banc, on peut en discuter, mais je pense que Détroit a peut-être un meilleur banc. Mais sauf que j'ai l'impression que le 5, ils vont jouer 44 minutes et que... Oh non, c'est pas le genre de la maison. Non, je sais pas. Qu'ils vont jouer 44 minutes et que sur ce premier tour, je les vois gagner les 2 premiers matchs au Madison Square Garden et après faire le taf, en fait. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'inexpérience. Ça va être hyper excitant de voir Cade Cunningham sur son premier tour de playoff. Mais je pense qu'il va avoir un écart et je vois clairement une série, un sweep 4-0. Ouais, clairement. Moi, je te rejoins un petit peu sur la physionomie de tout ça. Je pense que les Knicks en fait sont plus expérimentés, plus talentueux et sont plus équipés, tu vois, dans leur vision de saison pour détruire en fait les Pistons qui sont déjà heureux d'être en playoff. Donc c'est toujours difficile de digérer une qualification surprise dont on parlait tout à l'heure et d'arriver à créer la surprise face à une équipe qui est quand même censée être meilleure. La grosse info pour moi pour ce début des playoffs à côté Knicks, c'est contrairement à l'année dernière, c'est que les gars vont être là, quoi. Les gars sont là, alors il y a certes eu des blessures, mais a priori tu vas trouver un effectif au complet avec des forces en présence très connues, des certitudes, des gros défauts bien sûr ici ou là, mais les Knicks doivent gagner, pour moi ils doivent gagner en 5 en fait. Hein. Ouais, moi j'ai mis 5. Ah voilà, ok. J'ai mis en 5 aussi. Ouais, okay. Non, mais alors après je dis parce que c'est ouvert, c'est une question et c'est mon rôle de présentateur de poser des questions, mais on a l'impression quand même que les Pistons certes inexpérimentés vont arriver en playoff, mais il y a quand même des choses. On va le voir avec il y a quand même les clés de cette rencontre. On a vu cette année une équipe des Pistons très sérieuse avec une superstar qui est Cade Cunningham. Bien sûr. Ça, déjà, ça va poser un problème. On a vu quand même des Knicks, certes, toujours marqué autant de paniers, mais défensivement, on est quand même dans un downgrade assez curieux qui peut poser des questions sur des runs de playoff. Donc moi, j'ai quand même beaucoup d'interrogations aujourd'hui autour des Knicks. On les a vus aussi dans des grands moments face aux meilleures équipes de la Ligue être incapables. Là c'est quand tu te projettes sur les playoffs, mais pas sur la série face à Détroit, honnêtement. Après, Cade Cunningham a été très bon dans toutes les oppositions contre New York. Il s'est régalé. Les Knicks n'ont pas réussi à trouver des super solutions défensivement, etc. Je pense que Karl Anthony Towns, il peut être embêté par Stewart et par notre ami Duren. Donc oui, effectivement. Ils se sont fait attraper 3 fois sur 4. Non, clairement. Mais c'est juste que je pense que sur vraiment une projection playoff, le côté expérience et le côté 5 majeur qui est en forme et qui va beaucoup jouer, je pense que l'écart, le petit écart entre 3-6 qu'on pourrait voir sur le terrain, il va se matérialiser de manière bien plus importante. Il faudrait que Cade soit dans les mêmes dispositions mentales et de niveau individuel que Trae Young il y a 3 ans en fait. Exactement. Il faut qu'il y ait un gars qui soit au-dessus de la mêlée et que ce soit Cade pour que Détroit s'offre une série longue. Donc franchement, je ne peux pas croire que les Knicks soient pas capables d'élever l'intensité. Tu vois, je peux pas y croire. Ils savent très bien pourquoi ils sont tous venus, ils sont tous potes, on connaît l'histoire, machin. Ils sont obligés d'élever l'intensité. Si tu élèves l'intensité, naturellement, tu défends beaucoup mieux, malgré des lacunes. Donc, je reste quand même dans mon idée, moi, de base, que je peux imaginer 4, 5, 6 matchs même, soyons fous, serrés, mais que les Knicks vont montrer leur supériorité, et même, je dirais plus, que les Pistons soient jamais en position de croire à la série. Donc d'être mené 2-0, 2-1, 3-1, et voilà quoi, en gros. Un petit mot sur Karl Anthony Towns quand même, qu'on va retrouver en playoff après son run l'année dernière qu'il avait amené jusqu'en finale de conf avec les Timberwolves. Cette année, il fait une très bonne saison dans le scoring, mais il y a quand même beaucoup d'interrogations. Il est ciblé monumentalement de manière défensive. On a déjà fait une palette notamment. Comment tu l'imagines dans cette série où il va y avoir beaucoup de combats face aux Pistons à l'intérieur? Moi, ce que je veux, c'est qu'il accepte ce combat et que, pas au premier coup de contact, il commence à se réfugier à la ligne à 3 points et qu'il finisse avec 12 tirs à 3 points par match. J'ai envie qu'il se rapproche, qu'il aille chercher des lancers francs et qu'il s'affirme clairement. Lorsqu'il est venu, effectivement, il y avait des contraintes financières du côté de Minnesota, etc. Mais tous les fans des Knicks, ils lui ont dit: arrête de faire ta bitch quand tu seras au Garden. Je sais pas si vous vous rappelez des tweets. Bien sûr. Je sais pas si vous vous rappelez des tweets. Et moi, c'est ce que j'attends de sa part. Et, entre guillemets,
s'ils veulent aller loin en playoff, passer un tour, 2 tours, se projeter sur une finale de conférence, il va falloir qu'ils puissent se mettre dedans. Et quoi de mieux que jouer contre Détroit plutôt que se taper les intérieurs qui va se taper au second et au second tour en finale de conf. Là, je vous pose même pas la question. On imagine que Tom Thibodeau là, va réduire complètement les rotations. Et que les Knicks vont jouer à 7. Même si on a vu sur les derniers matchs de saison régulière que les Landry Shamet, il y avait des mecs au repos aussi. Brunson a été blessé, certes, tout ça. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire avec les blessures et les derniers matchs de saison régulière, que finalement, s'il veut jouer à 8, 9 en donnant des 5, 7, 8, 10 minutes à certains, il y a du monde. Hein. Cameron Payne, Cameron Payne, Landry Shamet, Precious Achiuwa, avoir le rôle de Mitchell Robinson, il y a quand même des interrogations là-dedans. Mais comme on le dira toujours, les playoffs, c'est un marathon. Faut pas imaginer que c'est un sprint. Il y a 2 mois et demi d'efforts si tu vas au bout. Et les Knicks n'ont tellement pas ça dans leur culture d'arriver à utiliser l'essence même de tout ton effectif. Écoute, hein, je leur souhaite de pas se mettre en galère avec une première défaite au Game 1. Parce que là, mon gars, la pression est sur les épaules. Hein. On verra ça commencer ce week-end et on va évidemment retrouver l'ambiance des playoffs au Madison Square Garden. Et ça, par contre, quoi qu'il arrive sur le terrain, c'est toujours génial. Arthur, Knicks en 4 ? Knicks en 4. Knicks en 5, je crois que j'ai mis. Knicks en 5, moi aussi, exactement. Allez, go Knicks. C'est en 6, ça y est, je sais plus. Et puis après, ça sera face à Cleveland. Boston. 2-3. Boston. Et ça, c'est une série que j'attends de malade. Ah bon ? De ouf. Ah ouais. Quoi okay. Moi j'ai peur, Oui, mais là c'est une fan qui parle, mais moi en tant qu'observateur, c'est lourd. Moi j'ai observé les matchs cette saison. Oui. Allez, on a fait long, spécialement aujourd'hui, parce qu'évidemment c'est le début des play-in et des playoffs, mais on va quand même finir par le quiz, où moi je suis déjà pas en play-in ni en playoff, je suis déjà en finale dans le quiz. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Comment ça va les gars ? Super. Ça va la forme ? Ouais. Belle émission, hein ? Ouais. Faut qu'on aille très vite. Ouais. Si, j'avais prévu plein de jeux et tout. On va juste faire un quel fac comme d'habitude parce qu'il y a Tutur qui est là. Et le qui suis-je ? Allez, c'est pour moi. Il faut que ça aille vite, faut que vous soyez bons, s'il vous plaît, messieurs. C'est pour moi. Allez, c'est parti pour le quel fac. Allez, on part avec Ben Simmons. LSU. Voilà, c'était juste pour voir si vous étiez chaud. Duke Christie. Arizona. USC. UCLA. Non. Pepperdine. Ah oui, Californie. Tellement plus. On en a parlé dans la série. Chris Dunn. Providence. Allez, c'est pour moi ça. 2-0. Malik Beasley. Non, Florida State. Florida State. 3-0. PJ Tucker. Texas. Terwan. Ça fait 4. Hein. Je me fais casser le cul. Precious Achiuwa. Ouah, mais ça non. Georgia, non ? Non. Memphis. Ah ouais, putain. Michael Porter Jr. Missouri, putain. Bien sûr, l'a dit en plus tout à l'heure. Il n'y a que des queumés de cette génération, frère. Alternance. Intérieur, extérieur. Putain. Tu vas sortir du jeu encore ? Ouais. Non, je vais attendre de me faire botter le cul comme hier. Thomas, tu peux rappeler le score, s'il te plaît ? Alors, c'est Tom, lui. Ah ouais, Tom. 5-0. Ok. Kobe White. North Carolina. Bien. Max Christie. Michigan State. Oui, bien joué. Waouh. Et Davion Mitchell. Baylor. Bravo mon tutur. C'est un. Va dans sa génération. Demande-lui la date de naissance de son ref. En plus, c'est son frère jumeau. On l'embrasse Gaspard. Ouais. En plus, c'est son frère Gaspard. On l'embrasse. C'est son jumeau. Allez, bravo. Ah, exceptionnel. On va sur un qui suis. Ouais, dédicace à Gaspard, la famille. On va sur le qui suis, en plus. On a bien fait de le faire avec Alpha, en tout cas. C'est plus ta génération. Mais oui, ça met du jus. Allez. Non, c'était une blague. Ça met la haine, plus que du jus, mais bon. C'est une manière de se motiver. Bravo, Arthur, bravo. Bravo, tutur. Merci la vache. Je suis né le 25 juillet 1977. C'est tes années, c'est bon ? Non. J'ai donc 47 ans. Et on ne m'a plus vu sur un parquet NBA depuis 2010. Damn. Je n'ai jamais gagné de titre dans ma carrière, je vous le dis. Mais mes mecs, commençons par le commencement. Je passe par la fac de New Mexico. Un cursus complet de 95 à 99. Chris Wilcox. Lors de ma saison senior, je tourne à Maryland. Lors de ma saison senior. Saison senior, 18 points, 10 rebonds et plus de 2 comptes de moyenne. C'est un grand, on est sur un grand. Je termine 2e meilleur marqueur de l'histoire de la fac. 2e meilleur contreur de l'histoire. En 98, je suis même sélectionné dans le All-American Second Team. Je suis un gros prospect et je me présente à la draft 99. Pardon ? Théo Ratliff ? 96, lui. Draft 99 et je suis sélectionné en 22e position par les Houston Rockets. Hey. Je resterai 4 ans dans le Texas en tout, devenant peu à peu... Kevin Cato. Non. Oh putain, j'ai eu peur. Je serai son coéquipier. Il va à l'église tous les dimanches. Je serai son coéquipier. 11h et tu sais où il est, Kelvin. C'est où les foot. Ils sont là 2.
jour du Seigneur. Attends, c'est qui lui? Donc 4 ans dans le Texas, devenant peu à peu un joueur du 5 majeur. Lors de ma saison rookie, je joue 25 minutes en moyenne. J'apprends le métier avec Charles Barkley, pas la pure des choses, et je termine meilleur rebondeur de l'équipe cette année-là. En 2001-2002, je rentre dans le 5 où je complète la raquette avec Kelvin Cato. Mais non. En 35 minutes, je plante 14 points de moyenne et 7 rebonds. Je m'impose comme un poste 4 à l'ancienne, sans shoot à 3 points, mais avec un vrai shoot dans le périmètre et un bon hookshot. L'année suivante, je repars dans le 5, mais à la mi-saison, je suis tradé du côté des Sixers. Je quitte mon numéro 21 pour enfiler le 9, que je garderai jusqu'à la fin de ma carrière. En Pennsylvanie, je resterai 3 ans. Déjà, je terminerai la saison 2002-2003 dans le 5. Je découvrirai les playoffs pour la première fois de ma vie, un run jusqu'en demi-finale de conférence où l'on s'inclinera en 6 matchs. Lynch. Non. Oh, je l'avais incroyable, gros. Oh, gros, incroyable. Mais gros, j'avais que lui en tête depuis 3 minutes. Je me dis, c'est quoi son prénom? On s'inclinera en 6 matchs face à Détroit. Sur ce run, je suis presque en double-double. 10,6 points et 9,3 rebonds. Matt Deguerre, non. La saison suivante, rebelote, je suis toujours dans le 5 des Sixers. Cette fois, je fais une saison en double-double, plus de 13 points et 10 rebonds, mais l'équipe... Tyrone Hill, non. Non. L'équipe se fait vieillissante et on est loin de se qualifier en play-off. Quelle année ça? On est en 2003-2004. La saison suivante sera découpée en 2. Une première partie avec Philly, avant d'être tradé le 23 février 2005 pour Sacramento, en échange de Chris Webber. J'y resterai 5 ans, jusqu'à la fin de ma carrière. T'as Lambert en tête, là, putain, c'est n'importe quoi, moi. Comme à Philly, je suis directement intégré dans le 5, où je tourne à 9 points et 7 rebonds de moyenne. Mes 2 premières saisons avec eux, nous irons en play-off sans jamais passer un tour. La saison 2006-2007 sera ma dernière en bonne santé. Après, je ne jouerai plus jamais une saison complète gênée par les blessures. Je prendrai officiellement ma retraite en 2010, après 11 ans dans la ligue et plus de 600 matchs. Et nous sommes déjà à la fin. T'as son numéro à Sacramento, là? Il porte le 9. Il porte le 9. Oh non. Un gros gaillard. Aïe, aïe. Non. Chuck Hayes, ouais, mais c'est plus tard. C'est plus tard. Je sais pas. Non, non. Oh là, je suis triste. C'est KT. Thomas. Carl Thomas. Non. C'est Thomas, mais c'est Kenny Thomas. Kenny Thomas. Ah ouais, non, j'aurais jamais dit. Très dur. Ah ouais. Bravo. Ouais. Alors, si vous l'avez vu dans les commentaires, bravo. Sans regret. Ouais, pareil. Kenny Thomas, je vois qui c'est, mais sans regret. Mais numéro 9 et tout grave. Mais en fait, sans regret. Kenny Thomas. Très dommage, les Il gars. avait fait autant de trucs, je pensais pas qu'il avait fait. Ouais, moi non plus. Bah écoute, tu nous as eu, bravo. Ça fait un point pour toi. Ça arrive. Yes. Ah non. Oh la raclure, quoi. Il a pas compris le but du quiz. Il a pas compris le but du quiz. Pas compris. On va en reparler. Merci à tous. Merci à Chris. Merci à Pablo qui est venu nous voir. Merci à Paul en régie. Merci à Jérém. Merci à Imen. On se retrouve lundi pour une libre antenne sans Thomas. Léo, bien sûr, Léo, à qui on souhaite de revenir rapidement. Il est malade, notre Léo. Donnez-lui de la force. On se retrouve lundi pour un Big Monday. Libre antenne NBA Classic Game tout de suite après. Et on se retrouve, nous, jeudi pour un First Day Show sans Thomas, avec Thomas Laprez, moi dans le canapé et un autre invité. Merci, Tutur. Je serai pas là. Non, mais... ouais, bon, il est temps que l'émission s'arrête, il a fait un AVC en direct. Allez, bisous, ciao. Merci la famille. Tutur, ça va? Je suis pas là. Ah bon, d'accord, allez, merci.